Bonjour. Donc cette vidéoconférence qui aura pour thème mémoire et identité nationale a lieu dans le cadre de Philopop. Elle est prioritairement destinée aux étudiants, aux élèves qui préparent cette année les épreuves de culture générale des instituts d'études politiques. Parmi ces épreuves, il y a la question de la mémoire. Mais évidemment, cette vidéoconférence est destinée à tout public. Chacun peut y accéder. Alors, je voudrais dire d'abord, pour commencer, que, évidemment, on sait, la question de l'identité nationale est une question qui revient de manière récurrente dans les débats politiques. Et à cette occasion, d'ailleurs, on cite souvent la conférence qui a été prononcée en mars 1882 par Ernest Renan, donc à la Sorbonne, soit plus de 10 ans après la victoire de l'Allemagne sur la France, qui lui permit d'ailleurs d'annexer l'Alsace et la Lorraine. À tort ou à raison, Ernest Renan, enfin la conférence d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation, est devenue une référence qui fait autorité. Alors je l'ai ici, on peut la trouver facilement dans cette collection 1001 nuits. Ça coûte 2 €, c'est très facile à se procurer. Et le texte, donc, est facile à lire. Alors, je crois qu'il paraît nécessaire de la lire si on veut vraiment savoir en quoi consiste l'identité d'une nation. Et Renan va nous aider, effectivement, à réfléchir à cette question. C'est pourquoi je propose d'en faire ici une lecture, afin d'en dégager les arguments principaux. Et puis nous pourrons ensuite, dans un dernier temps, s'il y a lieu bien sûr, évaluer les limites de cette conférence. Alors à la question « Qu'est-ce qu'une nation ?», Ernest Renan répond qu'elle est un principe spirituel. Je cite exactement son texte, mais nous y reviendrons. Son existence, dit-il, il parle ici de l'existence d'une nation, son existence est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Alors avant d'expliquer précisément cette définition, on peut d'ores et déjà souligner qu'elle exprime ce qu'on peut appeler une conception élective de la nation. En effet, selon cette définition, l'identité nationale n'est pas de l'ordre de ce qui est simplement donné, de ce qui est simplement reçu, mais elle est essentiellement constituée par l'adhésion volontaire des individus au passé commun de la nation. Autrement dit, l'appartenance nationale relève essentiellement d'un choix quotidiennement renouvelé par chacun des membres de la nation. Et pour bien comprendre cette définition que Ernest Renan nous propose, eh bien, il faut d'abord mesurer à quel autre type de définition elle va s'opposer. Et dire quelques mots des circonstances historiques qui amènent Renan justement à la formuler. Comme je l'ai dit, c'est en mars 1882, soit plus de 10 ans après la défaite de la France face à l'Allemagne, que Renan prononce sa conférence à la Sorbonne. La réflexion de Renan sur la question de la nation n'a pas commencé en 1882. Elle a commencé pendant la guerre de 1870. Pendant laquelle, effectivement, Renan a entretenu une correspondance avec l'historien allemand David Strauss. Et cette correspondance est parue à l'époque dans la fameuse revue des deux mondes. Pour David Strauss, il est juste que l'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine, parce que ce sont deux provinces qui parlent un dialecte allemand et qui ont une culture allemande. La tutelle française avait accordé ces provinces, avait plutôt arraché ces provinces au XVIIe siècle à la vraie famille, finalement, allemande. Et la victoire de l'Allemagne permet désormais de corriger cette anomalie. Elle permet aux Alsaciens et aux Lorrains de réintégrer le giron national. Ce sont les arguments de David Strauss. Alors à ce propos, Renan pourrait répondre en faisant de la surenchère historique et ethnographique. Il pourrait rappeler que l'Alsace et la Lorraine étaient des terres celtiques avant de devenir germaniques. Mais il préfère concéder d'emblée à David Strauss
que l'Alsace et la Lorraine sont allemandes de langue et de race. Alors pourquoi? Pour quelle raison? Tout simplement parce que ce n'est pas sur ce terrain qu'il faut, selon lui, aborder la question. L'essentiel, en revanche, c'est de noter que dès la signature de l'armistice qui met fin à la guerre, les députés de l'Alsace et de la Lorraine de l'Assemblée nationale française ont affirmé, dans une déclaration solennelle, leur fidélité à la France et qu'ils ont revendiqué le droit des Alsaciens et Lorrains de rester membres de la patrie française. Ils ont ainsi exigé que les populations concernées soient consultées et se prononcent par un vote. Et c'est ça, pour Renan, le fait qu'il faut surtout retenir. Parce que ce fait important, ce fait essentiel, eh bien, lui révèle au fond le fond du problème. On peut parler un dialecte germanique, on peut être de culture germanique et ne pas pour autant réduire l'identité nationale à un enracinement culturel. On peut être de dialecte germanique, on peut être de culture germanique et demander à rester français. L'appartenance à la nation n'est pas une appartenance de fait, imposée par un destin. Elle relève au contraire d'un choix, d'une libre décision. L'identité nationale n'est pas une affaire d'origine. Si c'était le cas, si l'identité nationale était réductible à une identité culturelle, l'Alsace et la Lorraine devraient sans discussion revenir à l'Allemagne. Si on reste en effet comme l'historien allemand David Strauss sur le seul terrain de l'histoire et de l'ethnographie, si on invoque comme lui un droit historique, eh bien il a raison. L'Alsace fut bien une terre allemande avant d'être annexée au XVIIe siècle par la France, par la monarchie française, et donc elle devrait revenir dans le bercail de l'Allemagne. Mais si on invoque l'histoire, on peut encore remonter plus loin dans le temps. On peut montrer par exemple que l'Alsace fut habitée par les Celtes avant de l'être par les Germains. On peut aussi montrer qu'avant les Celtes, il y eut encore d'autres peuples. Invoquer, vous voyez, le droit historique revient alors à affirmer le droit du premier occupant. Or, comme le montre Renan dans sa correspondance avec Strauss, le droit du premier occupant aboutit à une véritable absurdité, puisqu'il revient en définitive, je cite ici Ernest Renan, il revient à légitimer le droit des orang-outans injustement dépossédés par la perfidie des civilisés. Donc finissons-en avec ces querelles de priorité historique. Cette discussion avec David Strauss permet en tout cas de comprendre la méthode adoptée par Renan dans la conférence qu'il rédigera 10 ans plus tard. Qu'est-ce qu'une nation? En effet, avant de présenter sa définition de la nation comme principe spirituel, Renan doit d'abord éliminer toutes les définitions qui la réduisent à la race, à la langue, à la religion ou encore au territoire géographique. Et c'est à cette élimination qu'il procède dans les 2 premières parties de sa conférence, avant de présenter au fond la seule définition de la nation qui convienne dans la 3e et dernière partie. Alors tous ces critères que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la race, la langue, la religion, le territoire, tous ces critères reviennent d'une manière ou d'une autre à présenter l'identité nationale comme un destin. Un destin indépendant de la volonté des hommes, un destin qu'elle ne peut que subir. Dans la 2e partie de sa conférence, Renan montre le caractère confus de la notion de race, si souvent évoquée au XIXe siècle, et qui est retenue aussi pour définir la nation à cette époque. L'examen de ce terme montre qu'elle peut aussi bien désigner un principe ethnographique qu'un principe zoologique. Je m'explique. En tant que principe ethnographique, la notion de race désigne simplement une origine historique commune. Et à ce titre, la notion de race n'a rien de raciste. On peut même la considérer comme une sorte d'équivalent de ce que peut signifier pour nous aujourd'hui la notion de culture. Bon. Mais en revanche, la notion de race devient une notion effectivement raciste lorsqu'elle est un principe zoologique.
Et à ce moment-là, elle revient à expliquer les acquis historiques d'une culture par l'hérédité des peuples. Hein. Et c'est ainsi qu'au XIXe siècle, on tend par exemple à expliquer l'existence des langues comme l'expression des races, la race aryenne, la race sémite. Le livre du théoricien français Gobineau, hein, théoricien raciste, qui a pour titre L'essai sur l'origine de l'inégalité des races humaines, qui est écrit en 1855, eh bien cet essai repose sur la confusion de la race et de la langue. Alors quoi qu'il en soit, toutes ces considérations en termes de race, en termes d'origine, de langue, etc., toutes ces considérations aboutissent à enfermer les hommes dans une identité figée, analogue à celle d'une espèce animale. Et le propos ici d'Ernest Renan est très clair, d'ailleurs il vaut la peine d'être cité, je le cite. Cette considération exclusive de la langue a, comme l'attention trop forte donnée à la race, ses dangers, ses inconvénients. Quand on y met de l'exagération, on se renferme dans une culture déterminée, tenue pour nationale, on se limite, on se claque mur, on quitte le grand air qu'on respire dans le vaste champ de l'humanité pour s'enfermer dans les conventicules de compatriotes. Rien de plus mauvais pour l'esprit, rien de plus fâcheux pour la civilisation. Et Renan conclut par cette recommandation: n'abandonnons pas ce principe fondamental que l'homme est un être raisonnable et moral avant d'être parqué dans telle ou telle langue, avant d'être un membre de telle ou telle race, un adhérent de telle culture. Les métaphores utilisées ici par Renan sont éloquentes. Hein. Toute définition de l'identité nationale en termes de race, en termes d'origine, en termes de souche, revient à nier la dimension spirituelle des hommes. Elle revient à les parquer, hein, c'est le verbe qu'il utilise, elle revient à les parquer comme des animaux, hein, dans un champ limité, dont ils ne peuvent pas sortir. Se glorifier d'être français parce qu'on est français de souche, c'est se considérer soi-même comme un bovin, incapable, comme dit ici Ernest Renan, incapable de respirer le grand air qu'on respire dans le vaste champ de l'humanité. C'est se fermer à la dimension universelle de l'esprit humain. Comme le dit aussi encore Renan, on s'enferme ainsi dans des conventicules de compatriotes. Les conventicules, ce sont des espèces de petites cellules monacales. Hein. Voilà, ce sont des conventicules de compatriotes. Donc, si je conclus cette première partie de notre propos, la nation donc n'est ni une race, ni une ethnie, ni une langue, ni une religion, ni une culture. Nous verrons la prochaine fois, deuxième séance, en quoi elle consiste véritablement.